Un grand plaisir de lancer une nouvelle émission aujourd'hui, toujours avec mon pote Max. Comment tu vas, Max? Ça va très bien. Aujourd'hui, c'est le dernier tournage et du coup, ça veut dire que c'est bientôt les vacances. Dernier tournage de la saison 2 aujourd'hui, et pas des moindres, on a Guillaume Genest avec nous, qui est tireur, qui fait partie d'une espèce un peu en voie de disparition, qui est celle des tireurs-filtreurs. Alors, tireur et tireur-filtreur, on va expliquer un peu la différence, mais bienvenue à toi dans le studio Cucuy. Ton métier avant était omniprésent, maintenant il a tendance à un peu s'éteindre, entre guillemets. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui nous écoutent, qui ont appris avec le numérique et qui font que du numérique. Je pense qu'il faut, dès le départ, poser les bases de ton métier, en fait, je pense, pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité et qu'on comprenne un peu ce que tu fais. Donc, que fais-tu en tant que tireur ou tireur-filtreur si tu fais de la couleur ? Alors, je ne fais pas de couleur. Si, je fais de la couleur, mais en numérique. Par contre, en tirage traditionnel, je fais tout ce qu'un laboratoire traditionnel pouvait proposer avant, c'est-à-dire le développement des films, ensuite le tirage de lecture, le tirage de diffusion, ça il ne se fait plus puisque maintenant tout est numérisé, on diffuse par des scanners, par des scans. Je fais des tirages d'exposition, des tirages de collection. Voilà. C'est la panoplie que j'offre. Alors le développement film, il y a encore quelques années, occupé un poste à mi-temps avec quelqu'un qui développe à peu près une cinquantaine de films tous les jours. Et à l'heure actuelle, ça ne représente plus que pour moi une demi-journée tous les 15 jours. Mais bon, il y a beaucoup de gens encore maintenant, beaucoup de photographes qui continuent, d'ailleurs en couleur comme en noir et blanc, à faire du film argentique et à le numériser. D'accord, donc ton rôle dans le process photographique, toi du coup tu n'es pas du tout photographe, tu interviens après la prise de vue, à la fin de la création. Voilà. Tu interviens au moment où, contrairement aux cartes SD maintenant, avant il fallait développer les films dans le noir et techniquement après pouvoir les tirer. Une fois que le film il était développé, on coupait les films et on les contactait. Donc on obtenait ce que vous avez certainement vu, des planches de contact. Voilà. Planches contact. Voilà. Après on passait par le tirage de lecture. La mode faisait énormément de tirage de lecture, le reportage aussi. Sinon pour des photographes faudrait définir artiste ou auteur. Il y en a beaucoup qui faisaient directement après le tirage en grand format. D'accord. Voilà. Et donc là c'est là que tu interviens. Et c'est marrant parce qu'on a vu que tu réponds à pas mal d'interviews et dans ce podcast, pour France Culture aussi, à l'occasion de ton livre dont on va parler après. Est-ce que c'est parce que tu aimes bien parler de ce que tu fais en tant que passion qui t'anime, ou est-ce que c'est parce que tu sais que vous êtes plus nombreux à le faire et que quelque part tu es malgré toi un ambassadeur de ce métier qui peut disparaître ? Alors oui, j'aime énormément parler de ce que je fais. Ça, c'est sûr. Et je pense que justement, s'il n'y avait pas eu l'arrivée du numérique, si je n'avais pas eu la chance d'avoir 40 ans dans les années 2000, puisque c'est à peu près là où il y a eu un tournant pour moi en numérique. En numérique, il ne faut pas penser à appareil photo. Numérique, quand on est face à un tireur, on pense scanner dans ce cas-là. C'est ça. Voilà. Donc les scanners étaient déjà extrêmement performants dans les années 2000, 95-2000. On avait de superbes scanners. On n'avait pas de super imprimante, mais on avait déjà de super scanners. C'était quoi la question ? Non, la question, c'est que je me demandais si comme vous étiez plus très nombreux à le faire, tu faisais ces interventions pour parler de ce que tu fais. Oui, voilà. Oui, donc je pense que c'est cette période-là et cette confrontation entre ces allers-retours que je fais entre l'ordinateur et l'agrandisseur et vice-versa qui m'ont poussé à parler de mon métier et parler de mon métier sous un aspect non technique. C'est-à-dire le livre qui est sorti, tout l'enjeu, il était de parler des relations entre les photographes et les tireurs. Ça me passionne. C'est ce qu'on a vu quand on a vu des interviews de toi où tu parlais beaucoup du côté humain, de la relation entre toi et le photographe, c'est ça ? Parce que des livres sur la technique du tirage traditionnel noir et blanc, il y en a pléthore, quoi. Donc ton livre, c'est pas un livre qu'on achète quand on veut se lancer et qu'on veut savoir comment ça marche. Il n'y a pas de formule, il n'y a absolument rien de tout ça. C'était l'enjeu. Et puis David Fourré qui m'a proposé, puisque c'est lui qui m'a proposé de faire ce livre, on était sur des idées totalement communes là-dessus. Qui s'appelle Le tirage à main nue et que tu as quelque part sous la table qu'on va sortir tout à l'heure quand on parlera de petite anecdote. Techniquement, quand tu as un négatif sous les mains, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous regardent et qui n'ont jamais vu un travail de laboratoire. Comment ça se passe ? Comment le négatif devient tirage ?
Alors, eh bien, les négatifs sont depuis les années 1925, pour faire court. Et si on revient à l'époque du reportage et du 24-36 avec le Leica, on arrive dans les années 1925. Donc, ça va avoir bientôt un siècle. Donc, les négatifs font un format 24-36 ou 6-6, et donc ils doivent être agrandis. Donc, on passe par cet objet que j'utilise tous les jours, qui est un agrandisseur. On met le négatif entre deux plaques de verre. Au-dessus, il y a une boîte à lumière et une ampoule qui diffuse, la boîte lumière diffusant correctement la source lumineuse sur le négatif. Et puis après, c'est comme un appareil photo, c'est un appareil photo retourné, un agrandisseur. Hein. Donc il y a un soufflet qui permet de faire la mise au point, et puis on l'élève ou on le baisse pour avoir un tirage de plus ou moins grand format. Voilà, tout simplement. Dessous, tu mets un papier photosensible. Alors dessous, on a un margeur qui permet avec des lames de faire des marges blanches. Et puis voilà, ce qu'a apporté le 24-36, c'est le fait de pouvoir et de devoir mettre les mains sous l'agrandisseur pour maquiller une épreuve. Pourquoi? Parce qu'avant, on faisait comment? On était par contact. C'est-à-dire le négatif était en grand format, et on avait des plaques de verre au début, ou même des grands négatifs, et les tirages étaient faits par contact. Donc on n'avait pas besoin d'agrandisseur, une simple lampe suffisait, et un interrupteur, et ça marchait très bien. D'accord. Donc à partir de là, tu dis qu'on a la place pour mettre les mains. Pour maquiller. Et donc naissent les ancêtres, quelque part, des masques Photoshop qu'on connaît maintenant en numérique. C'est un peu la même technique. On masque l'image. Ouais. Comment ça se passe? Sauf que ce n'est pas vraiment des masques, parce que la technique du masque, elle a été utilisée pour les cibachromes, pour même en tirage noir et blanc, il y en a qui l'ont utilisé, mais c'est plutôt ce que vous avez sous Photoshop avec un lasso, c'est-à-dire vous entourez des zones, et vous enlevez le reste, et sur cette zone-là, avec un contour progressif, vous faites ce que vous faites avec vos mains, c'est-à-dire vous diffusez la lumière. Donc en correction, permettez, voilà. On a toujours cette idée d'être dans l'ultra précision avec le numérique et pas avec l'argentique, mais on a besoin aussi en numérique de des fois créer des zones qui justement où les maquillages ne se voient pas. Donc tu as une notion de dégradé en fait. De dégradé totalement, voilà. Ouais, complètement. C'est le contour progressif. Est-ce que tu peux faire, c'est relever les ombres ou alors baisser le maquillage, c'est une opération qui à la fois consiste à enlever et à rajouter. C'est les deux. C'est-à-dire on utilise uniquement les mains ou une petite baguette, parce que la baguette avec un petit morceau rond noir permet d'aller chercher un regard et d'enlever. Donc si on retient la lumière à cet endroit-là, on va être plus clair vu qu'on est en négatif. Et ensuite, si on fait avec les mains, on prend des formes où on rajoute à certains endroits ou dans des coins, on va être plus dense. Tes mains, on dirait que tes mains dansent sous la lumière. Oui, c'est proche de la sculpture, quoi. Tout à fait. Ouais, exactement. C'est très virtuel. Contrairement, on dit ça du numérique, mais l'argentique est bien plus virtuel, en tout cas au laboratoire. Ah, c'est marrant de dire ça. Oui, parce que vous maquillez quelque chose qui est de la lumière, vous ne voyez pas le résultat tant que c'est pas développé, donc on est complètement dans l'imaginaire, tout le temps. On projette quelque chose d'après un négatif, en se disant il faut que j'obtienne ça, il faut que j'obtienne cette couleur-là d'image que souhaite le photographe. Et tu as une notion de profondeur aussi, parce que tu parles de déplacer tes mains dans l'espace, tu as une notion de haut et bas ou... Oui, haut, bas, parce que si tu te mets bas par rapport à l'image, le contour va être très net. Uh-huh. Plus tu vas poser quelque chose sur la feuille de papier, plus ça va être net, et plus tu montes par rapport à tes mains, par rapport à l'objectif, plus tu vas être diffus. Ouais, on le voit même sur la table, l'ombre se forme, s'endure plus près, quoi. Et donc la grande différence aussi, c'est que avant, si tu voulais faire ton masquage, ton tirage et avoir quelque chose de ton rendu final, ton tirage final, il fallait que tout soit fait sur le même tirage. Mm-hmm. Là où maintenant, sur Photoshop ou sur les logiciels avec le numérique, on peut revenir dessus. Si elle a mal été masquée ou si la correction a mal été faite, on peut revenir dessus. Oui. Toi, quand on parle de cette chorégraphie-là, c'est une chorégraphie que tu vas répéter combien de fois sur un tirage au maximum quand tu fais des tirages pour de l'art? Alors c'est sur du long terme. Enfin, c'est une très bonne question, comme ils disent à France Culture. Mais alors, oui, non, ce qui est vraiment à distinguer entre quand je suis devant l'agrandisseur et quand je suis devant l'ordinateur, c'est-à-dire quand je suis devant un agrandisseur, tout se joue dans un moment donné. C'est-à-dire la feuille de papier, c'est comme en gravure traditionnelle. Si le burin il rentre dans la plaque de cuivre et que vous faites un coup de burin qui est trop grand, du coup c'est fini. La plaque, il faut la reprendre totalement. C'est exactement pareil avec une feuille de papier. Il n'y a pas du tout de place au repentir en tirage argentique. L'agrandisseur en tout cas. Donc une erreur, c'est poubelle. Voilà. Tandis que sous Photoshop, vous pouvez toujours revenir dessus. Alors ça engendre des comportements et des façons de faire qui sont différentes et qui sont très agréables d'ailleurs sous Photoshop. Mais
Je pense que pour la formation, le tirage argentique avec ça d'intéressant, et là je parle de ça sans aucune nostalgie, hein, c'est purement technique, c'est-à-dire ce qu'un procédé engendre et ce qu'un autre peut engendrer, c'est différent. C'est qu'en argentique, le fait de devoir reprendre fait que vous vous remettez en cause beaucoup plus. En numérique, quand vous êtes devant, je fais des tirages, le photographe, je reçois, je lui monte sur le pupitre, il me dit là un peu plus clair. Je m'assois, je fais une courbe plus claire, bumpé, c'est lancé. En tirage, je reprends tout. C'est-à-dire, il y a une notion où on se dit, je n'ai peut-être pas bien compris ce que voulait l'auteur. Ou l'auteur ne s'est peut-être pas bien exprimé. Voilà. Donc, on est dans quelque chose de plus incertain, mais je trouve de plus excitant et de plus formateur qu'en numérique. Tu arrives à passer de l'un à l'autre ? Oui, et c'est ça qui m'a fait écrire. C'est ça qui t'a fait écrire ? Oui, bien sûr, c'est une des raisons, on revient à ta question tout à l'heure, c'est une des raisons qui m'ont fait écrire. Justement, je me suis plongé dans les livres de Cécile Reims, qui était une graveuse très connue qui parle de tout ça extrêmement bien, quoi. Elle travaillait pour Léonore Fini, elle gravait pour elle-même, et elle faisait cette distinction et qu'on retrouve complètement dans le tirage. Est-ce que, du coup, avec le tirage argentique, tu as plus de discussions avec le photographe que si tu devais... Quelque part, oui, et en amont, beaucoup plus, oui. Et le fait que je fasse du tirage argentique, je travaille avec une personne là depuis 20 ans, Guillaume Fleureau. Uh-huh. Ça fait un bon moment qu'on travaille ensemble, qui fait lui essentiellement du numérique, qui ne fait pas d'argentique. Et au début, je voyais les choses se passer beaucoup avec le photographe à côté de nous sur l'écran. Et l'écran, il ne faut pas oublier que c'est une interface. C'est quelque chose qui n'est pas le définitif. Moi, très très vite, et je pense que ça vient du fait que j'ai fait du tirage argentique, justement, je mets le photographe face à une sortie papier. Oui, parce que maintenant, il y a une espèce de sentiment de surpuissance à l'écran où le photographe se met à côté et dit « Oh là, c'est exactement ce que je veux, on bouge la courbe instantanément, on a le résultat. » On n'a pas ça en argentique, il faut attendre 3 minutes, refaire un test. Donc ça engendre d'autres temps de réflexion qui sont très intéressants. Il faut se méfier de l'outil numérique justement pour sa puissance. Pour sa puissance. Oui, pour sa puissance d'immédiateté, où des fois je vois, bien évidemment, je ne parle pas pour tous les photographes, mais j'ai vu certains photographes avoir une notion justement de justesse qu'ils ne tenaient pas quand ils étaient face au résultat imprimé. Alors que devant l'écran, ils se disaient « Oh, c'est exactement ça ce que je veux ». Ou non, là, reviens, là, on a l'impression de contrôle, mais on juge une image là qui est sur un écran, donc qui a une notion de lumière, de transparence. Alors qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur un papier, le final. On est sur c'est intéressant ce que tu dis. Quelque chose d'opaque. On en parlait juste avant de commencer l'émission. Et on parlait du fait que les gens tirent de moins en moins aujourd'hui. La destination est de plus en plus digitale, avec sur les réseaux sociaux, les sites internet, etc., les encarts publicitaires qui sont maintenant digitalisés. Et c'est marrant ce que tu dis, parce que quand tu vois l'image sur un écran, pour toi, elle est en transition avant d'être imprimée. Complètement. Là où aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'images qui sont destinées à être digitales. Bien sûr. Mais les photographes pour qui on travaille, c'est des photographes auteurs, essentiellement, donc, même que ça. Donc la finalité de ce que je fais est toujours soit pour le livre, soit pour une expo, soit pour des tirages de collection. Toujours le papier, en tout cas. Toujours un support où il y a 2 dimensions, où le but, il est d'en rechercher une 3e et de mettre un relief. Après, tu parlais de notion d'immédiateté. Moi, j'ai entendu beaucoup de photographes en numérique dire moi, quand j'édite une photo, je laisse poser un peu et je reviens sur ma photo le lendemain, justement pour casser ce truc de sur l'écran, on a tendance à aller trop loin, par exemple, au niveau de l'editing, etc. Ça, du coup, en argentique, on n'a pas le problème, puisque ce que tu disais, c'est qu'on met du temps à chaque fois à développer. Est-ce que tu penses qu'on a tendance à avoir des dérives un peu plus importantes quand on traite une image numérique, parce que justement, il y a ce truc d'immédiateté? De toute façon, je pense que quasi tous les photographes auteurs aiment avoir du temps. Voilà, je pense que c'est pour tous plus ou moins longtemps, mais je pense que tous, finalement, ils aiment laisser reposer une image. On ne voit aucun artiste ou photographe auteur dire, et là c'est hors numérique, hors argentique finalement, dire ça y est, la photo, elle est bien, elle est superbe. Ouais, faire sa photo 2 jours avant l'exposition. Voilà, c'est ça, on ne voit pas ça. Ouais, ce truc de prise de recul. Cette prise de recul, elle est nécessaire pour tous les artistes, absolument tout le temps, quoi. Donc c'est vrai qu'avec le numérique où les choses vont très très vite, peut-être qu'on a besoin de dire stop un peu plus de temps en temps. Voilà. C'est marrant que tu dis ça, mais en même temps,
on pourrait attendre de toi une démarche un peu plus de c'était mieux avant, tu sais, Non. mais que t'as pas en fait. Ah non. Non, moi j'ai T'as pris travaillé. le meilleur des deux mondes et tu les as comparés, ça t'a influencé d'autres choses au final. Moi, c'est un pur bonheur de travailler. Là, j'ai fait plein de livres avec les éditions Filigrane, La Madone, pour Martin Beaugraine, pour Gabriel Duplantier, pour des petits noms. Marion Poussier. Voilà, j'ai fait plein de travail sur des images numérisées, et quand le but il est de les accompagner pour aller jusqu'à l'édition, c'est du pur bonheur. Je tire, que je sois devant un ordinateur ou devant un agrandisseur, je suis tireur. Voilà. Le but, moi, c'était de comprendre comment sur une feuille de papier, on pouvait à la fois écrire une poésie, à la fois déposer de l'argent et de le rendre photosensible et de mettre une image. Donc que ça soit utiliser l'agrandisseur qui est totalement de mon époque, ça c'est sûr, je ne vais pas le renier. Je passe plus de temps à l'agrandisseur qu'à l'ordinateur, même encore aujourd'hui. Mais le but de faire des procédés anciens du tirage au platine ou utiliser un ordinateur, pour moi c'est le même plaisir. Tu as parlé de poésie et je t'entendais dire aussi sur l'interview d'Arte que ton but c'était aussi de retranscrire l'émotion qu'avait voulu transmettre le photographe sans pour autant interférer, créer. Tu disais que c'était plutôt de la traduction, si j'ai bien... Oui, les mots qu'on utilise pour un tireur, c'est souvent interprète. Moi j'aime bien le mot traducteur parce qu'il a un peu plus de modestie, mais bon, le mot interprétation me va bien. J'interprète, c'est évident, mais je me méfie du mot interprète parce qu'à l'heure actuelle, il est galvaudé, c'est-à-dire que vous voyez très souvent marqué le nom d'un grand compositeur et pas le nom de Jean-Sébastien Bach sur un disque. Je veux dire, on ferait pas ça en photo, on se le permet là parce que les gens sont morts, tout simplement. Voilà. Donc, c'est intéressant là-dedans parce que ça veut dire que ça met au second plan ton expression à toi, qui n'est pas du tout le but de ton travail, c'est plutôt de faire ressortir et d'accompagner l'émotion d'un photographe. Bien sûr. Quand on fait ça, est-ce qu'on est forcément en retrait ? Ou est-ce qu'il y a un petit moment quand même où on met sa patte, où on peut avoir son mot à dire pour proposer des choses auxquelles le photographe n'aurait pas pensé, par exemple, et à ce moment-là, rentrer dans le processus créatif ? On rentre toujours dans le processus créatif. La seule chose que je récuse totalement, c'est quand on me dit « vous êtes aussi créateur ». Je trouve que ça ne veut rien dire. Je ne suis pas celui qui a fait la photo, je ne suis pas celui qui a l'intention de dire des choses avec la photographie qu'il fait. Je suis la personne qui intervient bien plus tard dans le processus. Donc, je refuse pas du tout les mots de personnes sensibles, d'accompagner la création de tout ça. Mais je dis tout simplement, parlons des choses là où elles sont réellement, finalement. De dire, le tireur, il accompagne. Là, il y a quelques années, Sabine Wess est venue me voir il y a 5-6 ans, elle avait 90 ans. Vous pensez bien qu'elle savait déjà comment elle voulait voir ses tirages. Elle les avait tirés depuis 50 ans. Et je n'allais pas dire, et moi je le ressens comme ça, et c'est comme ça que je vais le faire. Voilà. Donc elle est venue avec des modèles, et j'ai respecté ces modèles. Et avec le temps, pour répondre à ce que tu dis, c'est avec le temps, on peut faire d'autres propositions. C'est-à-dire, sur certaines images où j'avais des modèles qui étaient tirés comme ça, je me permets de faire des propositions. Et puis voilà, des fois elles passent, des fois ça passe pas. Donc c'est pas une science exacte. Ou si un photographe donne à 2 tireurs différents ces images, on peut s'attendre à 2 séries différentes. Oui, bien sûr, on ne le ressentira pas de la même manière, mais le but pour les 2 tireurs, en tout cas, il est le même. C'est-à-dire de servir le photographe au plus près de ce qu'il souhaite. C'est-à-dire que quand il va passer la porte et quand il va repartir avec le tirage, il faut que l'émotion, elle se passe comme il a envie de lui, quoi. Là, tu dis que ça veut dire qu'il faut comprendre le photographe, ce qu'il a voulu dire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi comprendre chacune des photos que tu tires ? Non, je pense qu'il faut avant tout, c'est comprendre le photographe dans son ensemble. Et puis après, je distinguerai les photos qui sont déjà faites il y a 20 ans, 30 ans, très connues, que je peux retirer pour des expositions, pour des collectionneurs, des travaux en cours pour le photographe. Parce que c'est pas figé non plus tout ça. Voilà, je travaille pour Bernard Plessus depuis plus de 30 ans. Il produit, je développe des films et je fais des tirages, des photos qu'il découvre en ce moment même. Alors que je peux tirer le même jour une photo qu'il a fait il y a 30 ans pour un collectionneur. Donc tout ça, c'est en mouvement permanent, quoi. Et c'est là où le numérique et l'argentique se mêlent complètement et font quelque chose de formidable de notre époque. C'est que je crois que plus tard, plus personne ne va être formé pour faire du tirage argentique. Tous les gens qui vont faire de l'argentique
seront passés par le numérique, parce que tout simplement dans les écoles on n'enseigne plus l'argentique. Voilà, il y a très peu d'écoles, il y a encore un peu à Louis Lumière, voilà, mais à l'école d'Arles, mais hormis ça, c'est fini. Le CAP photo en argentique, c'est terminé depuis plus de 10 ans. Je pensais qu'on envoyait. Nous, on a fait le TPA et justement, on a quand même eu un bon cursus, alors surtout en noir et blanc. Oui. Mais ça tend du coup à disparaître, tu dis, dans pas mal d'écoles. C'est plus Oui, ça tend à disparaître dans plein d'écoles. Et puis, c'est plus dans les examens. Ah ouais. On passe plus ces examens en faisant une épreuve, comme j'ai pu le faire moi au CAP, en faisant un tirage argentique. Mais donc, il y aura toujours des tireurs ou pas ? Le tirage argentique dépend d'une seule chose, c'est de l'industrie photographique qui fabrique du papier photo. Si demain Ilford... Ça tient que sur ça ? Que sur ça. Il y a 10 ans de ça, il y avait Kodak, Ilford, Agfa qui marchaient très très bien. Donc Kodak a totalement fermé, des fabricants de papier. Voilà. Kodak a totalement arrêté le papier. Agfa, comme Ilford, à ce moment-là, allait très mal, ils ont été repris par les cadres de l'entreprise. Agfa a sombré au bout de quelques années. Donc Agfa, c'était le haut du panier en tirage. Il y avait tous les papiers records rapides, Portriga, Tonchot, qui affectionnait tous les auteurs photographes français qu'on connaît. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Et il reste Ilford. Donc si demain Ilford ferme, bon, il y a Berger aussi, aussi. Bon, il n'y a pas qu'Ilford. Voilà, mais c'est surtout Ilford qui peut fournir du papier en mètre carré, en boîte de papier 13-18, régulièrement, qui existe à l'heure actuelle, quoi. Et si Ilford ferme demain, c'est un procédé industriel, l'argentique. Donc s'il n'y a plus de papier, il n'y a plus de tireur. Tu parlais un peu de ton rôle d'interprète et de transmission des émotions que le photographe met dans ses images. Est-ce que ça arrive que ces photos-là ne te parlent pas ? Que l'émotion qui est véhiculée ne te touche pas, et est-ce que tu peux quand même faire ta part du travail dans sa série si tu ne comprends pas l'émotion si elle ne te touche pas à toi? Oui, si le photographe si c'est un style qui te parle pas, par exemple. Oui, bien sûr, mais c'est même là que c'est excitant d'ailleurs, parce que comme on a la possibilité de demander tout ce qu'on veut aux photographes, vous savez, plein de critiques qui ont envie d'être à ma place et au laboratoire avec les photographes avec qui je tire. Ça, je me suis entendu dire plein de fois, mais quelle chance tu as de pouvoir leur poser toutes les questions que tu veux. Ah ouais, t'es au cœur du process. Avec Pascal Dussapin, s'il veut traduire une photo comme... s'il veut qu'elle soit traduite comme il le souhaite, il faut qu'il parle. Il faut qu'il te l'explique entièrement. Ou alors qu'il ait suffisamment de livres, le photographe de fait ou d'exposition auxquels je puisse me référer pour comprendre ce qu'on appelle la couleur d'un tirage. On parle de couleur d'un tirage en noir et blanc. Oui, ça passe par la discussion, ça passe par les mots, quoi. T'as jamais été approché, c'est une connerie, mais t'as jamais été approché par de la presse ou des critiques pour être leur top, pour être un indique? Non, une fois on m'avait proposé. Non, j'ai été, dragué plus subtilement, on va dire. Je disais ça vraiment pour rire. Je pensais pas que. Non, si. Qu'ils veulent savoir, quoi, comment ça se passe. Ça, tout. C'est pour ça qu'on t'a invité, en fait. C'est ça. Alors il aurait fallu venir au labo. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Depuis l'âge de 20 ans. J'ai toujours voulu être tireur. Donc depuis l'âge de 20 ans... Ça fait très longtemps, voilà. J'ai 59 ans cette année. 59 ans. On peut se demander si à force de voir des images, des belles images, de les traiter, de danser un peu avec, de les sculpter, ça finit pas par casser la magie. Alors c'est une question très, très ouverte. Parce qu'on a reçu dans l'émission plein d'artistes et de techniciens, comme un chef opérateur qui nous disait que quand il voyait ses films, il avait l'impression de voir un making-of. Il ne pouvait pas s'empêcher de revoir le plateau qu'il y avait à ce moment-là. Et quand il regarde parfois des films, il a ce rappel à l'ordre de son métier de technique, où il voit un peu au-delà. Et comme tu fais un métier un peu de l'ombre, tu sais, derrière la création artistique, moi je me demandais si à la fin, t'arrivais à prendre ce recul et profiter d'une image telle quelle, ou si tu voyais un peu ce qui avait été fait au tirage et que tu voyais un peu les ficelles qui ternissaient un peu la manière dont tu profites de la photographie. Alors, quand je vais voir des expositions de photos et que les photos sont encadrées, pour moi j'estime que c'est quelque chose d'abouti que je vais voir. Alors je regarde souvent si c'est le photographe qui a fait lui-même ses tirages ou si il travaille avec un tireur, bien évidemment. Et puis si c'est des gens connus, je regarde le travail aussi dans la durée. Mais avant tout, je vois une œuvre photo, quoi. Je regarde pas un tirage.
C'est-à-dire que je me l'interdirais si je faisais ce genre de choses. Je m'interdirais ça parce que justement, faut être ouvert à ce que l'on voit et pouvoir être surpris même. Le numérique a cassé aussi tout ça parce qu'on est sur d'autres supports. Je vois plein d'autres choses maintenant très différentes. Alors il y a des choses qui m'intéressent absolument pas. Hein. Je suis allé à Arles cet été. Des choses dans lesquelles je ne comprends pas, mais voilà, ça c'est peut-être une question de génération aussi. Et là où c'est intéressant, c'est que quand un photographe vient, ça m'ouvre les portes en grand, étonnamment. Ça m'ouvre les portes en grand. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que je rentre dans un autre monde. Voilà. Dans le sien ? Ouais, tout à fait. J'ai des univers que j'ai totalement découverts, de photographes que je ne connaissais pas, qui sont venus au laboratoire. C'est fantastique, quoi, parce que... Non, je suis toujours assez surpris et ouvert par rapport à des jeunes photographes ou des gens qui ont envie de... Tu travailles beaucoup avec des jeunes photographes ? Oh, quand même, oui. Un jeune un peu plus vieux que vous, mais... Non, des photographes adultes, quoi. On est des bébés, quoi. C'est incroyable. Tu vois une différence dans leur approche ou finalement pas ? Tu vois des différences, tu vois des choses qui diffèrent dans la manière dont ils perçoivent le tirage final, dans la manière dont ils perçoivent le processus argentique, ou finalement pas. S'ils viennent me voir, ce qui me bouleverse le plus, ce sont les photographes qui, à l'heure actuelle, scannent leurs photographies, les travaillent eux-mêmes, et où je dois intervenir sur leurs fichiers en cours de création. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est-à-dire que si un photographe venait et qu'il avait fait tout un jeu de tirage 18-24, je ne pouvais pas lui faire progresser son travail sur ses tirages. Il devait tout refaire, il devait recommencer. Donc c'est quelque chose qui ne se passait pas. Alors qu'en numérique, j'interviens à des moments dans le processus photo où je ne peux pas intervenir en argentique. Ça, c'est assez excitant, je dois dire. Au début, c'était une barrière, et puis avec le temps, c'en est de moins en moins. J'ai trouvé plus les mots pour pouvoir accompagner le photographe avec qui je bosse, et je réussis à m'insérer un peu plus là-dedans. Et j'arrive maintenant à faire ça avec le numérique. Et comment intervenir là, au niveau technique et au niveau créatif, sans bousculer le photographe, mais plutôt en ouvrant des portes, ça c'est assez excitant. C'est marrant parce qu'en préparant l'émission, on ne pensait pas qu'on allait autant parler du numérique, en tout cas de la dualité entre l'argentique et le numérique. Et juste avant qu'on commence à tourner, on ne tournait pas encore, donc, et c'est intéressant qu'on revienne dessus. Tu nous as dit cette phrase, tu as dit « le numérique m'a sauvé, enfin il m'a fait continuer ». Oui, non, il m'a sauvé du noir. Je disais ça parce qu'à l'âge de 50 ans, le noir me pesait. Pas mon métier. Hein, non, bien sûr. Quand je suis au labo, j'adore ça, donc j'ai jamais eu... voilà, j'y suis très bien. Mais par contre, en hiver, arrivé vers l'âge de 50 ans, l'ayant exercé depuis 25-30 ans, je me disais, je rentre, il fait noir, je repars, il fait noir, c'est vraiment pénible, quoi. Et puis il y a le numérique dont je me suis emparé pour reproduire l'image, hein, parce qu'il s'agit de ça, le numérique pour moi surtout, c'est de reproduire l'image, accompagner jusqu'au livre l'image. Et bien le fait de travailler sur un écran m'a fait sortir un peu du laboratoire, voilà. Et maintenant, ce que j'adore le plus, c'est les allers-retours, justement, des fois pour des mêmes photographes, où je travaille à la fois d'après des négatifs scannés que j'interprète sous Photoshop, et où après, je vais faire les tirages d'exposition en argentique. Tout se mélange. Et là, c'est un vrai bonheur. La meilleure des ça, c'est un vrai bonheur. Non, ça, cette époque-là, pour moi, elle est... Et je crois qu'il y a ça aussi, pour revenir à ta question tout à l'heure, c'est que c'est cette prise de confiance-là, de ma part, entre le numérique et l'argentique qui m'a fait écrire. De dire ça, c'est unique dans l'histoire. Il n'y a pas 36 tireurs qui sont à mi-chemin entre les deux. Sur cette transition-là. Demain, les photographes qui vont faire de l'argentique seront obligatoirement passés par le numérique. Okay. On a commencé à parler de ton livre. On en a parlé, mais on ne l'a pas vu. Tu l'as pris aujourd'hui, donc on ferait une erreur de passer à côté sans le montrer. Je te laisse le faire. Tu me laisses le faire ? Vas-y. Donc ça s'appelle Le tirage à main nue. J'ai toujours l'impression d'être à la télé quand je fais ça. Tu disais dedans que tu ne donnais pas de techniques, d'explications et de conseils techniques. Oui. On en parlait en début d'émission. C'est quoi ? C'est un recueil d'anecdotes, pas d'intimité avec les photographes. Mais... à la base, c'est David Fourré avec qui j'avais fait qui a édité un livre de Denis Roche et pour qui j'ai fait des scans. A été intéressé en me rencontrant que je parle de mon métier. Donc j'avais commencé à écrire quelques textes sur produire, reproduire, des choses comme ça. Et je lui ai proposé de faire un entretien. On a fait un entretien qui fait à peu près 80 pages là, dans le livre où on parle de cette période-là, exactement ce dont on vient de parler jusqu'à maintenant, cette période
transitoire entre le numérique et l'argentique, où on accompagne l'image jusqu'à la reproduction, puisque lui, en tant qu'éditeur, il était intéressé pour la voir reproduire dans le livre de manière qualité. Et donc, tout ça commençait à grossir, les textes, l'entretien avec David, et j'avais le désir de rencontrer Ralph Gibson. Parce que dans les années 80, il y avait que des livres de technique. D'ailleurs, dans les années 2020, toujours en tirage, il n'y a que des livres de technique. Ouais, c'est ce qu'on voit dans les bibliothèques. C'est que ça. C'est que ça. Et Ralph Gibson, il avait créé Darkroom, qui était qu'en anglais. Il en avait créé 2. Et ces 2 Darkroom donnaient la parole à plein de photographes, de très grands photographes de cette époque, où le tirage était abordé dans un but créatif. Et c'était fantastique. Et c'est le seul endroit où j'avais vu des livres vraiment qui m'ont intéressé, qui parlaient du tirage. Donc je voulais interviewer Ralph Gibson pour ça. Et puis dans un film, là je vois que tu as la page de Sid Kaplan. Sid Kaplan est un monsieur qui a 80 ans, qui a donc une vingtaine d'années de plus que moi, et qui était le tireur de Robert Frank pendant 25-30 ans. Et il a tiré pour Ouija, il a tiré pour... Voilà. Donc on le voit dans un film qui est le film de... Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un film merveilleux de Laura Israel sur Robert Frank qui s'appelle Don't Blink. Je ne sais pas si on peut le trouver. Je n'ai pas la ref. Ça me dit rien. On va peut-être redire quelques images. C'est vraiment très très intéressant. Et à l'intérieur, on le voit avec Sid Kaplan en train de discuter. Je me suis dit, il faut que j'aille rencontrer ce type. Et puis qu'il me parle de son époque. Il tirait pour Ouija. Quand même. Pour lui donner un ordre d'idée. Voilà. Donc c'est des gens que tu rencontres, tu racontes un peu les discussions, les rencontres, ça parle un peu de tes interactions avec les photographes. Oui. Tu dois avoir la tête pleine de souvenirs, de rencontres, etc. Est-ce qu'il y en a qui t'ont particulièrement marqué et que tu aimes bien raconter ou que tu aimerais nous raconter avec des photographes qui viennent te voir, qui parlent de leur travail et avec qui se passe parfois des choses, sûrement? On me fait toujours raconter l'anecdote avec Newton. Je travaillais avec Marc Bru à l'époque à Sillage et vous savez, pour le papier barité, il sèche et il est gondolé. Donc après, on prend une presse à chaud et quand on fait des grands formats, on le maroufle sur des planches avec du craft autour. Et Newton nous avait donné un test à faire d'un portrait de Kurt Waldheim pour une exposition qui avait lieu au Hala. Et nous, on n'avait jamais marouflé de grand tirage en grand format. On ne savait pas comment ça se faisait avec Marc Brua. Et on allait piquer la vitre d'Abribus de la RATP. Vous avez piqué une vitre pour la piqué, on l'a remise. qui était quai de la Gare, et c'était une grande vitre. Et le soir, quand Marc a tiré le portrait de Kurt Waldheim, on le racle, on met du craft, et la vitre, par définition, ne plie pas. Donc le lendemain matin, on avait rendez-vous avec Newton, et le tirage était déchiré en 2, parce que le tirage en séchant, en se mettant dans l'eau, il prend 2-3 cm sur 1 mètre, et en séchant, il rétrécit. Et donc le tirage pétait en 2, voilà. Et donc on a mis un bout de scotch. L'enjeu il était énorme pour nous, c'était quand même 50 tirages derrière. Et puis tirer pour Newton, c'était intéressant. Et il n'a absolument rien dit. Il nous a filé le boulot à faire. Il nous a dit, bon, super, le travail est bien. Et puis au moment de partir, il a remis la veste et sur le pas de la porte, il nous a dit, est-ce que vous pourrez régler ce petit problème? Trop drôle. Il a été arrangeant. Mais en réalité, ce qu'il faut, c'est prendre des planches de bois mélaminées. Parce que là, j'en fais plein de grands formats au labo. Et puis, vous mettez l'épaisseur, là, par exemple, de mon bouquin de chaque côté, aux 4 coins. Et le bois, comme ça, va tirer. Simplement, c'est physique. Voilà. Et le lendemain matin, quand vous arrivez, vous mettez votre doigt au milieu, vous ne touchez pas. Il est rehaussé de 2 cm à peu près par rapport au bas. Et ça fait comme du tam-tam dessus. Il est tendu comme une peau. Il est tendu comme une peau. Et que vous mettez un coup de cutter sur le côté, ça pète et ça repète sur tous les côtés, quoi. Voilà. J'ai envie de le voir, ça. C'est technique. On peut venir te voir au labo? Bien sûr. Parce tu parles beaucoup du labo, tu dis que tu passes beaucoup de temps dans le labo. Aujourd'hui, tu es dans la Chambre Noire, dans le labo que tu as créé à Paris. Oui. C'est où exactement à Paris? Rue Jean-Pierre Timbaud à Couronne. Et ça existe depuis avant ma naissance? 25 ans. Donc avant ma naissance. 1996. C'est plus vieux que moi. Et tu y es toujours. Vous êtes combien On est 2 plus une personne qui a un apprentissage en permanence. Voilà. Guillaume Fleureau et moi. Voilà. Est-ce que tu as des inspirations, des artistes ou des confrères dont tu aimerais un peu présenter le travail et pour qu'on s'échange des références, des choses à aller voir pour nous et pour les gens qui nous écoutent? On a bien terminé ou des photographes avec qui tu as travaillé, qui sont peut-être un peu moins connus que les grands noms qu'on a cités, pour parler un peu de
petites pépites qui nous inspirent avant de terminer l'émission? Voilà, je travaille pour des photographes qui sont pas tout jeunes non plus quand même. Hein. Donc voilà, je travaille beaucoup pour mon travail pour l'Artig. Guillaume Fleureau travaille beaucoup pour l'Artig. Moi pour Bernard Plessu, voilà, pour Sergio Larin, pour Martine Franck, c'est des gens pour qui j'ai travaillé. Non, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? C'est plutôt du côté des livres, ce que je vous disais tout à l'heure, d'aller voir du côté des livres. Parce que maintenant, il y a beaucoup d'images qui existent dans le livre avant d'exister dans l'expo. Avant, il faut penser que le livre, moi, quand j'ai connu ça dans les années 80, le livre pour les photographes, c'était la récompense. Hein. Vous prenez Sabine West, ses premières publications, elle les a pas eues avant 45-50 ans. Maintenant, on sort d'une école et on fait un livre. C'est-à-dire qu'on a la position d'artiste d'entrée de jeu, quoi. C'est pour ça que je fais une distinction aussi entre auteur et artiste, où le temps est plus long peut-être pour les auteurs. Ils sont des fois même pas exposés. Tu penses que l'expo peut mourir aussi? Parce qu'on parle beaucoup de... L'expo, c'est ce qui coûte cher. Hein. Ça, faut pas rêver. Je pense qu'il y en a un tirage argentique, par exemple, on est à peu près dans les 96-100 euros. C'est à peu près entre 80 et 100 euros un tirage hors taxe en 30-40, par exemple. Si vous faites ça pour une exposition et que vous avez 30 ou 40 tirages, plus les cadres, l'encadrement aussi coûte très cher. Ça revient très très cher au niveau de la production. Si vous faites des tirages comme je le fais pour Sabine West ou pour Bernard Plessu, et que si le tirage il vaut 100 euros et qu'ils vendent la photo 2000 ou 3000, il n'y a pas de problème. Le prix du tirage, ça ne coûte rien. Donc l'importance financière, elle est au moment de l'exposition pour les photographes. Donc il y aura toujours des expositions? Donc ouais, elles sont de plus en plus. Hormis s'il y a des grandes manifestations comme Arles qui peuvent revendiquer vraiment des artistes. Sinon, il y a beaucoup d'expositions qui sont plutôt politiques maintenant, on va dire, ou stratégiques. Ou, comme les éditeurs, ils aiment bien quand il y a une exposition parce que ça fait vendre du livre. Allez voir du côté de tout ce qui sort chez Filigrane ou chez La Madone, où il y a des éditeurs absolument fantastiques maintenant qui font des choses, voilà, des petits objets qui sont super bien imprimés. T'as un livre de chevet, une référence, si on doit aller voir. Là, ce sont des éditeurs, donc on va trouver beaucoup d'ouvrages. Non, moi, si j'avais un livre de référence chevet, que j'aimais bien. À part le tien. Yes. Je te vois venir, Guillaume. L'image fantôme, Hervé Guibert, toujours. Ouais. Ça marche. Ça, c'était très très bien quand même. Ça m'accompagnait bien. Ouais. On le prend et on le mettra juste sous l'épisode. Et puis le tien, le tirage à main nue aussi, qui est dispo depuis octobre dernier. Voilà. Et qu'on peut trouver où exactement, si on le cherche? Non, il est à peu près dans toutes les librairies ou sur le site de la Madone. Vous pouvez y aller. Là, il se pose la question de la troisième réédition. La deuxième réédition va être bientôt épuisée. Voilà. On va donner nous aussi une petite recommandation ou deux. Pendant ce temps, on va te donner un livre. Tu parlais du fait que c'est important d'avoir les choses sur papier. Et pas seulement dans les cartes SD qui nous filment maintenant. Bah nous, on a un peu cette démarche aussi avec ce livre d'or, dans lequel on scelle un peu le passage de nos invités. On va te laisser cette page et tu en es l'entier propriétaire. Ok. Max, pendant ce temps, est-ce que tu as une petite recommandation à nous faire? Yes. Un truc qui t'a tapé dans l'œil Absolument. Je suis tombé sur un livre dont j'avais déjà entendu parler. Les photos sont ultra connues, mais c'est juste pour parler de ce travail plutôt que du livre. C'est Full Moon, c'est les photos d'Apollo, des missions Apollo. Et ce que tu me disais, toi, entre deux tournages, c'est que Hasselblad avait conçu un appareil photo exprès pour aller sur la Lune, en fait. Ouais, il y a un ingénieur de Hasselblad qui a remanié un de leurs modèles pour le rendre viable sur la Lune et utilisable sur la Lune avec les gants des astronautes, etc. Et il y a quelques exemplaires de ces Hasselblad qui sont toujours sur la Lune, en fait. C'est assez rigolo. Pour le prochain qui ira, il peut trouver des Hasselblad en guise de cadeau de bienvenue sur la Lune. Ils sont restés là-haut. Donc celui-là, il a été édité en 2002, mais voilà, la plupart des photos viennent de Apollo 11, donc c'est bien plus vieux. Et voilà, je trouve ça fou qu'on ait fait des photos argentiques là-bas et qu'on les ait ramenées, quoi. Voilà. Donc c'est ce petit bouquin pour retrouver des... Ouais, bah après les photos sont trouvables, la plupart sont trouvables sur internet, ouais, pour les voir sur un écran quand même. mais ouais, ce livre est assez impressionnant. Guillaume, c'était un grand plaisir de te recevoir. Même pour moi aussi. Merci. On était très content de parler de ces procédés, de t'avoir avec nous. Max, Guillaume, merci beaucoup à tous les deux. Un grand merci aux filles, à la technique. Merci beaucoup Guillaume. Merci. C'était Parole d'Image, à bientôt.